Et justement, on poursuit sur le même sujet avec Frédéric Bérard. Il est avocat, il est docteur en droit constitutionnel. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Isabelle. Alors, on a eu un petit avant-goût là, avec Amélie, mais les gens ont l'impression que c'est deux procédures différentes. Il y a eu une première demande, il récidive. C'est pas ça. Une injonction, ça commence par l'urgence, là, et c'est la première qui a été rejetée. Là. Et oui, ça se ressemble beaucoup. Hein? Oui, essentiellement, je comprends les gens et une certaine confusion, mais à la base, c'est tout simple. L'injonction provisoire, il y a une notion d'urgence. Est-ce que, par exemple, si on n'agit pas rapidement, si la Cour ne me donne pas raison, est-ce que j'aurais pas un préjudice X ou Y? Et on prend à ce stade-là les faits pour avérés, les faits pour acquis. Donc, on ne discute pas tant du fond. On passe très, très, très rapidement. Alors qu'à l'interlocutoire, là, c'est autre chose. Là, on teste les témoins, on évalue le fond de la preuve, on essaie de voir qui devrait avoir gain de cause, quel est le droit applicable, évidemment, mais de façon beaucoup plus détaillée que lors d'une provisoire. Ce qu'on appelle le fond, plaider sur le fond. Et voilà. OK. Alors, dans ce cas-ci, bon, ça a été refusé à la provisoire. On est rendu à l'étape numéro 2, si on peut dire. Donc, McGill n'a pas réussi à prouver l'urgence de la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devoir prouver? Qu'il y a des inconvénients? C'est une évidence qu'il y a des inconvénients, mais qu'est-ce qu'il faut prouver plus, là? Ce que devra faire McGill, puis c'est ce qu'il plaide d'ailleurs dans leur requête, c'est qu'il y a une atteinte au droit à la sécurité, que tout ceci est compliqué, que les étudiants, que le personnel ont des problèmes afférents à l'accès au campus, notamment. On sous-entend aussi qu'il y a peut-être même de la violence, essentiellement. Donc, c'est la preuve qui devra être faite. Mais peut-être une mauvaise nouvelle pour McGill, on verra, du moins la Cour le décidera. Mais quand tu es incapable de passer le stade provisoire avec les mêmes arguments, ça serait quand même un peu... Ben, c'est pas impossible, on s'entend bien, parce que, comme je l'ai dit, on va aller davantage au fond, mais à première vue, la sécurité des étudiants, premièrement, ils ne sont plus sur le campus, et on le voit, hein, c'est relativement limité là, sur le campus en question, c'est pas sur l'ensemble de celui-ci. Et la Cour, ce qu'elle pourrait faire, la Cour supérieure pourrait dire, ben écoutez, là, vous bloquez peut-être une porte d'accès ici, ben on va vous demander de vous déplacer de l'autre côté, 10 mètres plus loin, et puis basta. Je pense à ça. Pourquoi ils n'attendraient pas jusqu'en septembre, par exemple, où là, il y aurait peut-être des gros inconvénients? Bien, ça je ne vais pas donner des idées à personne. Non, là, mais... Oui, d'ailleurs, j'ai vu, on parle de fin juillet. Est-ce que le campement aura encore lieu à ce moment-là? Ça reste à voir. S'il y avait, par exemple, 10 000 personnes sur le campus, en fait, sur le bloc en question, sur le bloc de territorial, là, ce serait peut-être évidemment autre chose. Mais encore là, les faits, c'est important de se le rappeler, ils sont excessivement importants. Je comprends que ça peut être désagréable de dire, regardez, il y a des gens chez moi. Oui, okay? c'est pas un terrain de camping. Bon, bien voilà, c'est pas un terrain privé. Puis on voit ça souvent sur les médias sociaux. Les gens disent, bien, accueille-les chez toi si tu es content. Oui. Bien, chez moi, c'est un condo. Hein? C'est pas un campus universitaire. Puis je pense que c'est important de le rappeler parce qu'un campus universitaire... Est-ce qu'il y a une différence? Je comprends, là, mais en quoi est-ce que la liberté d'expression qui s'exerce présentement là est différente ou a un poids? C'est une excellente question. En fait, les campus universitaires sont accessibles au public. Hein? On peut aller marcher cet après-midi sur le campus de McGill. Un campus universitaire, on le souhaite du moins, c'est un lieu d'effervescence intellectuelle où parfois on manifeste et parfois ça dérange et parfois ça choque et parfois ça plaît pas à un, ça plaît pas à l'autre. C'est correct. Mais toujours est-il que cette liberté d'expression-là, par la force des choses, est davantage importante que, par exemple, sur un terrain privé. Alors, quelqu'un qui camperait sur mon terrain, je pourrais demander qu'il s'en aille. Ah, ben oui. Parce que lui, il ferait du camping chez nous. Oui. En fait, il faut comprendre, dans un campus universitaire, on dit que c'est une propriété privée, oui, en un sens, parce que ça appartient à McGill, mais il y a un aspect, il y a un volet, il y a une vocation absolument publique à cet effet-là. Ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit quand on évalue justement cette même liberté d'expression qui est protégée aux chartes, ce qui n'est pas le cas du droit à la propriété. Bien sûr. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais après l'interlocutoire, il y a une troisième marche? Logiquement, il pourrait y avoir une permanente. Maintenant, si on échoue aux deux premiers échelons... De un, effectivement. Puis l'autre affaire, c'est que là, fin juillet, pour l'interlocutoire, bien là, la permanente, quoi, dans 2 ans et demi, dans 3 ans et quart, en janvier, on s'en jasera. On aura le temps de se reparler d'autres choses. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'être passé en studio. Au revoir.